Bienvenue à l'émission La Voix des possibles, où je nous souhaite d'exister pleinement. Bonjour et bienvenue sur Érigère avec Hervé Leroux au studio et Sophie Pichot de l'association La Question de l'Autre pour l'émission La Voix des possibles. Aujourd'hui, nous recevons Cécile qui va partager avec nous un bout de son histoire professionnelle en tant que travailleuse sociale auprès de personnes handicapées. Bonjour Cécile, Bonjour Sophie. pourriez-vous vous présenter en quelques mots en ce qui concerne votre vie personnelle et votre vie professionnelle? Donc, je m'appelle Cécile, j'ai 55 ans. Je suis travailleur social depuis 30 ans. Et voilà, je suis mère de deux filles formidables, évidemment. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours professionnel? Ok, donc moi au départ, j'ai fait des études de communication et de publicité. Et puis, pour pouvoir bosser dans ce secteur, il fallait aller à Paris. Et moi, je ne voulais pas du tout aller à Paris. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une amie, on se considère comme sœur, qui est toujours d'ailleurs éducatrice spécialisée. Et bah, à l'époque, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans, il était possible de faire des remplacements en tant qu'éduc, voilà, sans être diplômée. Donc elle m'a dit: «Bah écoute, moi je te verrais bien là-dedans, tu pourrais tenter». Et voilà, ça a commencé comme ça. J'ai fait des remplacements, auprès de jeunes filles, dites à l'époque, cas social, et puis, bah, ça m'a beaucoup plu, et au bout de 3 ans de remplacement, bah, j'ai intégré, l'école d'éducateur, j'ai été formée et je suis sortie diplômée, et voilà. Après je me suis jamais arrêtée, sauf que, bah, je me suis dirigée, vers le handicap moteur, puisque c'était un public que j'avais découvert, au cours de mon stage long, et j'ai beaucoup accroché avec ce public. Quelle était votre vision de ce métier avant d'y faire des remplacements? Alors après, j'ai envie de dire, j'avais la vision un peu caricaturale, de l'assistante sociale voleuse d'enfants, ou des éducateurs, qui vont au cinoche et au resto avec les jeunes, et puis voilà, ça s'arrête là. Et bon, bah, déjà, au contact, de «ma sœur» entre guillemets, j'ai bien, évidemment, je me suis bien rendu compte que ce n'était pas que ça, parce que c'est quand même ça un petit peu. Et puis, bah, je me suis rendu compte de l'intérêt justement dans la relation, dans l'évolution, dans l'aide, l'accompagnement, enfin voilà. Donc j'ai changé un peu mon regard quand même, heureusement. Quelles étaient les missions principales que vous exerciez en tant qu'éducatrice spécialisée? Alors moi, j'ai travaillé, très longtemps en institution. Donc bah, mon travail, il y avait différents temps d'accompagnement. Je participais aux différentes tâches quotidiennes, c'est-à-dire, bah, le lever des jeunes, aider au lever. Donc bah, l'habillage, voilà, se préparer, que les jeunes puissent choisir, leurs affaires comme ils le souhaitent. Et puis, bah, après il fallait, aider au repas si nécessaire, et après on avait des temps aussi, d'activités ou d'ateliers qu'on proposait aux jeunes, et des sorties, comme on appelait ça, des transferts à l'époque, c'est-à-dire comme des camps, voilà, où on partait une semaine, avec toute une organisation préalable, et puis surtout, bah, leur demander, où est-ce qu'ils souhaitaient aller, pourquoi, enfin voilà, qu'est-ce qui les intéressait, et puis aussi le contenu du séjour, qu'est-ce qu'ils souhaitaient faire, et cetera.
et de préférence se loger en milieu ordinaire. Bon, parfois, on n'a pas eu le choix que d'aller dans un établissement parce que il n'y avait pas ce qu'il fallait sur place. Mais la plupart du temps, quand même, on a pu se loger en milieu ordinaire, comme tout le monde, et ça, c'était super chouette. Et puis, c'est aussi élaborer avec eux leurs projets personnalisés. Donc, dans quel domaine ils ont envie de progresser ou pas, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, comment ils imaginent leur avenir, en termes de scolarité, de formation, ou en termes de mode de vie aussi. Et voilà, donc il y avait pas mal de missions en fait très intéressantes et puis beaucoup axées sur la relation de confiance surtout parce que sans ça il se passe pas grand-chose. Et puis il y avait quand même un rapport au corps très intense. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a jamais dérangée, mais je sais que j'ai certains collègues qui n'étaient pas en capacité, par exemple, d'accompagner un jeune aux toilettes, pas de doucher une personne. Mais moi, c'est quelque chose que je trouvais, justement, pour moi, c'était des temps très, très, très enrichissants parce qu'on se retrouvait dans une sphère très intime où là, le jeune pouvait nous confier des choses ou parler de lui ou d'elle de manière complètement différente que dans un autre cadre, en fait. Donc, c'était très, très riche. Ça, c'était pour mes missions d'éducatrice spécialisée. Après, j'ai fait de la coordination. Quand tu es coordinateur, ça change la donne parce que tu n'es plus dans le quotidien. Alors, tu es là présent au quotidien, mais tu n'es plus dans le quotidien des jeunes. Enfin, des jeunes ou des adultes. D'ailleurs, tout dépend du public dont on parle. Mais malgré tout, tu as un rôle parce que tu es à l'écoute, tu es quand même toujours dans l'élaboration, la réflexion, la rédaction et la réalisation des projets de chaque personne. Donc, il faut être au plus près de ce que la personne souhaite. Alors, avec le public mineur, il faut arriver le plus possible à un accord entre le jeune et sa famille. Et puis, avec un public majeur, soit c'est la famille, soit c'est le tuteur, qui n'est pas toujours la famille. Tuteur, curateur, enfin, voilà. Et c'est pas toujours évident. Hélas, parfois, on peut être un petit peu, comment dirais-je, freiné. Même si on fait un travail d'évaluation où on se dit c'est tout à fait envisageable, on peut le travailler sur du court, moyen, long terme, selon ça pourra fonctionner. Si la famille s'oppose, ça va être compliqué. Parce que à partir du moment où on travaille dans un établissement, on est soumis à des règlements. Et hélas, ça peut être enfermant. Toutes les personnes handicapées moteurs que vous avez pu accompagner étaient sous mesure de protection? Alors moi, quand j'ai travaillé dans le secteur adulte, toutes les personnes avaient une mesure de protection. Et d'ailleurs, c'était même une volonté de l'établissement que ces personnes soient protégées. Selon vous, est-ce que certaines personnes auraient pu ne pas être placées sous mesure de protection? Oui, complètement. Alors après, c'est pas oui sans condition. Mais en tout cas, je pense qu'il est tout à fait possible d'aménager des choses qui permettent à la personne de pas nécessairement passer devant le juge pour pouvoir, disons, être considéré comme un citoyen à part entière. Mais en fait, parce que la plupart du temps, la problématique qui se présente chez ces adultes que moi j'ai connus, c'est une difficulté à compter. Donc,
C'est vrai que si on ne sait pas compter, c'est compliqué de gérer son argent. C'est compliqué de vérifier sa monnaie. Alors, même si aujourd'hui, il y a de moins en moins d'argent liquide qui circule, il n'empêche que ça arrive encore. Et voilà. Donc ça peut être une difficulté, mais qui pourrait se régler en effet par une carte ou je ne sais pas quoi. Mais, mais bon, c'est pas tellement dans l'air du temps, ça. Hein. Parce qu'en fait, on ne considère pas les personnes en situation de handicap comme des personnes, en fait. Ce sont des sous-hommes, des demi-hommes, j'en sais rien, ou des sous-femmes, des demi-femmes, enfin, mais pas des personnes à part entière, pas des citoyens. Voilà, quand on voit que le droit de vote pour les personnes sous tutelle a été possible que depuis 2019, enfin, quand même, c'est problématique. C'est un manque de considération énorme, en fait. Avez-vous pu remarquer d'autres difficultés dans votre travail au quotidien? Bah oui, enfin, le, le fait de travailler en institution peut être très problématique. Parce que, bah voilà, il y a des règles, il y a des protocoles, il y a des process et donc il faut respecter tout ça. Alors après, il est évident que, il y a des financements, donc il faut aussi que l'institution, comment justifie aussi de ce qu'elle fait de ces financements. Mais moi, en 30 ans, j'ai vu une évolution que moi je qualifierais de très négative, où ben, on pouvait, exemple très très bête, hein, moi je menais un atelier cuisine avec une collègue. Et une fois par mois, on faisait un repas sur le foyer du groupe de jeunes auquel on était rattachés. Et on préparait d'abord ce repas en cuisine, dans une petite cuisine, dans un atelier cuisine. Et puis après, on pouvait partager ce repas tous ensemble. Ben ça, du jour au lendemain, enfin ça a duré le temps que ça a duré. Et puis du jour au lendemain, on nous a dit non, 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 ça suffit tout ça. Il y a un problème, la chaîne du froid, le ci, le là. Alors que, voilà, tout le temps que ça a duré, il n'y a jamais eu de problème, personne n'a jamais été malade, tout se passait très bien. Mais les réglementations ont fait que, bah, il était de moins en moins possible de faire des choses. Pareil pour les transferts. Les transferts, c'était des demandes, enfin, c'était devenu très rigide. Si on veut se baigner, il faut un maître nageur. Si on veut ci, il faut ça. Enfin, bon, voilà, c'était très, très compliqué. Et du coup, pareil, on pouvait plus partir le lundi et rentrer le samedi parce que, voilà, c'était plus possible en termes d'amplitude horaire, ceci, cela. Enfin, que des barrières, en fait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, bah, bah, moi, comme les collègues, on a arrêté d'organiser des transferts, etc. De toute façon, c'était le but attendu, hein, qu'on arrête. Mais donc, ils ont gagné. Mais parce que c'est vrai que ça devenait complètement dingue. Mais ça, c'est propre à l'institution. Et du coup, aujourd'hui que je suis plus en institution, je me sens quand même beaucoup plus libre. Donc après aussi, l'institution ne favorise absolument pas, le respect de la vie, affective et sexuelle, des jeunes, parce que oui, en effet, les personnes en situation de handicap ont une sexualité et ça, c'est un truc, de dingue en fait, hein, c'est comme si, ça n'existait pas, on met un mouchoir dessus. D'ailleurs, à une époque, on avait même une psychiatre, qui, franchement, pour qui c'était, mais inenvisageable. Donc c'est dire à quel point, parfois on a affaire à des personnes qui travaillent dans le secteur et qui, ne sont même pas à même d'appliquer, en tout cas, les règles, parce que ça reste, quelque chose qui doit être appliqué dans les institutions, quelles qu'elles soient, en tout cas respectées. Et ça, c'était très problématique parce qu'en fait, ben, moi, les jeunes n'étaient pas en chambre individuelle et puis, bah, parfois, ils venaient nous dire: «Bah, comment on fait?» Et ben, nous, on savait pas. Voilà, on savait pas quoi leur dire
parce que, en effet, comment on fait? Ouais, il n'y a pas de pièces dédiées parce que, ils étaient mineurs, donc voilà. Et en même temps, certains avaient besoin d'aide, donc on n'était pas non plus, assistants sexuels. Un jour, peut-être viendra, hein, on espère en France. Et encore, parce que c'est peut-être pas non plus la solution idéale, mais bon, ça peut être peut-être le début de quelque chose. Et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose, qui était, très problématique, mais aussi problématique, dans le foyer, pour adultes dans lequel, j'ai travaillé également. C'est-à-dire que, on aménageait des choses, on faisait des choses, mais les pièces étaient mal fichues. On se débrouillait, on faisait un peu de bricolage. Mais c'était pas trop satisfaisant. En tout cas, pour les professionnels, c'était pas hyper satisfaisant. Après, les adultes étaient quand même contents, entre guillemets, des efforts et puis de la tolérance et de l'ouverture des professionnels du foyer. Mais ouais, c'était pas satisfaisant, quoi. Nous revenons juste après une petite pause musicale choisie par Cécile, My Friends des Red Hot Chili Peppers. My friends are so depressed. I fear the question of your loneliness. Come back, 'cause I'll be on your side.
vous êtes sur RIG en train d'écouter l'émission La Voix des possibles de Sophie Pichot de l'association La Question de l'autre avec Hervé Leroux au studio. Nous sommes actuellement avec Cécile qui, jusqu'à présent, a partagé avec nous son expérience professionnelle en tant qu'éducatrice spécialisée auprès de personnes handicapées moteurs sous mesure de protection. Reprenons. Avez-vous déjà été en désaccord avec vos collègues par rapport aux méthodes de travail? Bien sûr. Disons que les professionnels, certains se considèrent comme des sachants, donc ils savent mieux que le jeune, mais ils savent même mieux que les parents du jeune. Et je me souviens de discussions très houleuses au sujet des familles parce que beaucoup de jugements de valeur de leur part. Et moi, c'est quelque chose qui m'irritait profondément parce que qui mieux qu'un père ou une mère connaît son enfant. Et moi, au contraire, je me servais du savoir des familles pour accompagner le jeune de la meilleure façon qui soit, surtout quand il y avait une dépendance importante, par exemple. Pour moi, les conseils des parents, c'était les plus précieux. Et mais bon, j'ai eu affaire parfois à des discussions, que ce soit pour juger les familles et élaborer les projets des jeunes, du genre bah ouais, mais moi je pense que ça c'est plus important que ça, et puis tiens, il devrait faire comme ci, puis il devrait pas faire comme ça. OK, on en discute, mais après, on va pas s'arrêter là comme ça, quoi. Donc c'était, ça pouvait, ouais, un peu pas dégénérer, mais être un peu houleux, voilà. Mais et puis pareil, enfin, pour le sujet de la vie affective asexuelle, on pouvait, il y avait des fois un gouffre entre nous, quoi. Mais encore une fois, je pense que c'est un manque, d'ouverture d'esprit et de tolérance, et c'est fort dommageable, dans notre profession. Mais ça existe. Alors après, je dis pas que c'est la majorité. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à des parents qui n'étaient pas d'accord avec le projet de leur enfant? Alors oui, j'ai eu affaire à un papa qui n'était pas du tout d'accord avec le projet du jeune adulte, qui souhaitait vivre en appartement, et son père, a tout fait pour le dissuader. Alors, après il a argumenté, différentes choses, une incapacité, ou ce sera trop dur pour nous que tu quittes la maison, ou enfin voilà. Mais le jeune n'a jamais lâché, et puis c'est vrai qu'à force d'échanger avec lui, et enfin il venait vers nous, nous questionner, et les échanges ont fait que, il a jamais lâché en fait. Il était intimement, sûr de lui. Finalement, aujourd'hui, il vit en appartement, et voilà. Et je pense qu'il a pu aussi montrer à son père que, c'est pas parce qu'il est en situation de handicap qu'il est différent des autres. Et je crois que c'est aussi là-dessus. Son père avait très peur, je pense, au fond. Avez-vous déjà pu constater des initiatives, des outils innovants facilitant l'inclusion des personnes handicapées? Alors, des outils, il y en a plein. Après, le problème, c'est qu'ils sont pas exploités. Moi, je sais que pour être allée aux Pays-Bas, par exemple, il y a des choses très intéressantes, qui se font là-bas, ne serait-ce que, les feux, je dirais parlants. Donc pour traverser, c'est très, très pratique, et ça peut servir, finalement à tout le monde. Parce que même moi, je regardais même plus la couleur du feu. J'écoutais le son, et je savais si je pouvais traverser ou pas. Donc ça, c'est des moyens, d'accessibiliser l'environnement qui, finalement, a priori,
au départ, sont faits pour les personnes en situation de handicap, là, en l'occurrence, les personnes malvoyantes, mais qui, on se rend vite compte, peuvent servir à tous. Et puis après, c'est vrai que concernant des dispositifs qui peuvent exister, c'est vrai que moi, évidemment, au vu de mes missions d'aujourd'hui, je dirais les dispositifs d'assistance au projet de vie, où là, on est vraiment un dispositif de réponse à la demande. Donc en fait, j'ai envie de dire, les rôles sont inversés. C'est-à-dire que ce sont les personnes en situation de handicap qui demandent à être soutenues et ce n'est pas l'institution qui dit on va vous accompagner. Et surtout, la personne est pilote de son projet. J'apprécie énormément ce que je fais aujourd'hui, parce que déjà, je ne suis plus en institution. Donc, je n'ai plus tout ce poids-là de process et de réglementation. Et j'arrive dans ce job en me disant, ça y est, enfin, on respecte la parole des personnes en situation de handicap, on les considère comme des citoyens à part entière, avec des projets, des envies, et on favorise au maximum le milieu ordinaire, quand c'est possible et quand c'est souhaité, et on arrête de flécher les gens, surtout. C'est-à-dire, je sors d'IME, donc je dois aller en foyer ou en ESAT. Non, c'est pas comme ça en fait. Donc là, on ouvre énormément les possibilités et puis qui vont se resserrer évidemment après, selon les choix des personnes. Et nous, on est vraiment du côté des personnes. On n'est plus, moi, j'ai plus la posture d'éducatrice, j'ai une posture, qui est à côté de la personne et ça veut dire que quand, je me retrouve, en réunion avec des partenaires qui sont les partenaires de la personne et non pas les miens, eh bien, parfois, ça peut faire un peu grincer des dents parce que, finalement, l'assistante au projet au parcours de vie, c'est pas nécessairement l'allié des professionnels, présents autour de la table. C'est surtout, l'allié de la personne. Donc voilà. Donc ça, c'est un super métier. En plus, on fait énormément d'infos sur les droits, ce qui permet aux personnes, de mieux connaître leurs droits et donc de pouvoir, mieux se défendre et mieux se préparer dans différentes situations. Avez-vous déjà eu l'occasion de créer des outils simplifiant le quotidien des personnes que vous avez accompagnées? Il est possible de créer des outils, en effet, pour, certaines personnes, qui le nécessitent. Mais bon, moi, quand je travaillais en établissement, je travaillais en pluridisciplinarité. Donc l'avantage, c'est qu'il y avait des ergothérapeutes, des orthophonistes, qui pouvaient, nous aider à, disons, à créer, surtout des moyens de communication ou des outils pour favoriser l'accessibilité pour les jeunes. Et depuis que je suis assistante au projet Parcours de vie, là c'est différent puisque la création d'outils éventuels vient d'une demande de la personne. Donc c'est à nous de voir avec la personne comment elle imagine l'outil, est-ce que c'est un support écrit? Est-ce que c'est quelque chose, d'audio, une vidéo? Enfin, voilà. Est-ce qu'on se sert de pictos? Enfin voilà. C'est avec la personne qu'on imagine, les choses alors que c'est pas que c'était pas le cas avant, parce que bon, les orthophonistes, géraient beaucoup les classeurs de communication des jeunes non-verbaux. Mais parfois, il y avait des manques. Il y avait un décalage parfois entre le classeur du jeune et ses souhaits de communication. Particulièrement, encore une fois, on y revient, concernant la vie affective et sexuelle, par exemple. Auriez-vous une anecdote ou une fin d'accompagnement positive qui vous a particulièrement marqué?
Oui, alors j'ai une histoire qui m'a beaucoup, beaucoup marquée. Encore une fois, quand je travaillais en institution, en fait, on va dire que quand je m'occupais des jeunes majeurs, donc et de leur projet de sortie en fait de l'établissement, j'ai une jeune qui était a priori fléchée, comme on dit, en foyer d'accueil médicalisé, même si elle répondait plutôt à un foyer occupationnel, mais bon, vu la problématique, comment dirais-je, de dépendance, hélas, elle aurait été plutôt orientée vers un FAM. Et en fait, un jour, elle me dit oui, mais en fait, moi, Cécile, je voudrais vivre en appartement avec mon copain. Et bah, moi, j'ai dit allez, banco. Hein. Donc, en fait, on a fait appel à une association qui travaille dans justement l'accompagnement à la vie en appartement. Et ben, on les a un peu, pareil, mis au pied du mur parce que c'était la première fois qu'ils avaient affaire à ce genre de situation. C'est-à-dire bah, un couple, en fait, qui souhaitait commencer cet apprentissage ensemble. Et bah, on a tout mis en œuvre pour que ça se fasse. Et ça s'est fait. Et bah, voilà, ça, pour moi, c'était vraiment extraordinaire. Et puis surtout, bon, bah, les jeunes étaient ravis. Et en bossant avec des gens ouverts d'esprit et tolérants et volontaires, eh ben, on arrive à faire des choses qu'on n'a jamais fait avant, quoi. Donc voilà, ça c'était une belle réussite, j'ai envie de dire. Quels changements pourraient être mis en place, selon vous, pour améliorer l'inclusion des personnes handicapées? Wow. Ça, c'est très vaste. Hein. Parce que bon, l'idée de toute façon, c'est d'inverser le regard, j'ai envie de dire. À partir du moment où on considérera les personnes en situation de handicap comme des citoyens et citoyennes à part entière, bah, y aura plus de problème. Parce que tout sera fait en fonction de tous. Là, le problème, c'est qu'on est dans un monde exclusivement pensé valide. Donc, moi, après, bon, on peut faire des petites actions, etc. Mais l'idée, c'est quand même de changer le regard de la société dans son ensemble, et donc des politiques, et d'arrêter, en fait, de créer, de continuer de créer deux camps, les valides et les personnes handicapées de l'autre. Enfin, je veux dire, c'est ça qui va pas, en fait. Et parce qu'on se rend compte que de toute façon, à partir du moment où on accessibilise l'environnement pour les personnes en situation de handicap, tout le monde en bénéficie. Donc en fait, dès le départ, on a pensé à l'envers. Mais après, si on devait rentrer dans les détails, je pense qu'on n'aurait pas assez de temps pour en parler. Il y a trop de choses à revoir. L'émission est déjà finie. Auriez-vous un dernier message à faire passer aux auditeurs de RIG? Ben, comment dire? Bah, toujours le même, hein. J'ai envie de dire, changer de regard, soyez tolérants et surtout, arrêtons, ce que je vois souvent, c'est cette espèce de compassion ou de pitié vis-à-vis des personnes en situation de handicap, des choses que les gens se permettent de toucher, par exemple, les personnes, ou de moi de me dire: «Oh là là, c'est beau ce que vous faites». Non, comme tout métier, en relation avec l'humain, en effet, nous ne sommes pas, rentables, mais pour moi, nous sommes, indispensables. Il serait temps que les politiques, s'en rendent compte et fassent en sorte que tout ça évolue et ça fera avancer les choses. Merci Cécile. Merci Sophie. Je remercie également RIG Radio
et Hervé Leroux. C'était Sophie Pichot de l'association La Question de l'Autre pour l'émission La Voix des Possibles. Vous retrouverez cette émission de radio en replay sur la chaîne YouTube La Question de l'Autre. Et nous rendons l'antenne au studio de RG.